Salut la communauté ScreenTune, salut Julien. Salut la communauté ScreenTune, salut Yves. Nous allons vous présenter un top 10 de la science-fiction. Et ce n'est pas une chose simple, croyez-moi. Julien, est-ce que tu peux nous rappeler sur quelle base on a travaillé pour faire notre top 10 de la science-fiction ? Ça a été très compliqué de cadenasser un genre comme celui-là. Donc en plus, je vais plus vous donner la définition de la science-fiction. La science-fiction, c'est un genre narratif qui se concrétise sous forme de diverses littératures, que ce soit cinéma, BD, livres, on va y revenir, hein, vous en avez un exemple avec 2001 qui est ici devant nous, en s'appuyant notamment sur la science actuelle tout en anticipant justement les progrès au niveau machine, au niveau science et leurs conséquences dans le futur. Dans le futur. Donc la science-fiction, ça se constitue, en tout cas en cinéma, il y a ce qu'on appelle la art science fiction, on a le voyage dans le temps, on a l'Uchronie, on va y revenir aussi dans cette vidéo. On a le cyberpunk, pareil, on va y revenir. On a le space opéra, la space fantasy, les planètes opéra et la science-fiction post-apocalyptique. Donc ça fait beaucoup. Et on a décidé avec Yves, parce que vous allez voir, on a brassé large pourtant, mais on a décidé, et ne nous sautez pas dessus, ne nous gueulez pas dessus dans les commentaires, on a décidé de retirer Star Wars, parce que c'est de l'heroic fantasy, Star Trek et également que ce soit le Dune de David Lynch ou le Dune de Denis Villeneuve qu'on a décidé de retirer également de ce classement. On a également essayé de retirer de ce classement tout ce qui est du domaine essentiellement du fantastique et dans lequel la science a très peu d'importance ou le futur fictionnel a très peu d'importance. C'est ça aussi, pour vous dire, il y a certains films qu'on pouvait mettre dans la branche science-fiction et d'autres qui flirtaient assez souvent avec le fantastique. Donc par exemple Inception, effectivement, qui va utiliser la science des rêves, etc. pour aller s'immiscer, mettre une idée dans l'esprit de quelqu'un, on l'a pas mis dedans. Parce que ça se passe de nos jours et on vient y rajouter un élément fantastique, entre guillemets. On n'a pas mis Retour vers le futur de façon logique. On est resté dans la même logique que Inception, puisque justement le doc vient ajouter cet élément de voyage dans le temps pour inviter Marty à venir avec lui. Et on n'a également pas mis The Thing de John Carpenter, puisque c'est pareil. Ça se passe à l'époque, en 1982. Mais les scientifiques, c'est Monsieur Tout-le-Monde, ce sont des humains, ils sont en Antarctique et ils vont faire la découverte d'un extraterrestre. On n'a également pas mis E.T. On n'a pas mis E.T. Donc voilà, on a essayé de vraiment resserrer sur ce qu'on vient de vous citer, donc l'Uchronie, le post-apocalyptique. Il y a quand même du voyage dans le temps, hein, bien sûr, parce que on sait que dans Retour vers le futur, à un moment donné, ils vont dans le futur, mais on n'a pas voulu l'incorporer non plus dedans. Donc on est vraiment resté sur des vrais films de science-fiction qui sont en rapport avec la définition qu'on vient de vous citer. Voilà, on va pouvoir commencer à un top 10. Voilà, c'est parti. Pour rappel, je ne connais pas le classement de Yves et il ne connaît pas le mien non plus. Et on va commencer tout de suite avec notre numéro 10. Donc qu'est-ce que tu as en 10, Yves ? Seul sur Mars. Seul sur Mars. Moi j'ai Premier Contact. Quasiment sorti en même temps, 2015 je pense, si je dis pas de bêtises. Et moi c'est 2016. C'est ça, c'est juste. Alors moi j'ai pas Seul sur Mars dans mon classement. Donc de toute façon tu vas pouvoir en dire un mot. Je sais pas, est-ce que tu as Premier Contact dans ton classement ? Non. Ok, c'est bien. Donc vas-y, je t'en prie. Alors j'ai choisi Seul sur Mars parce que j'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire, c'est la projection fictionnelle d'un homme qui se retrouve involontairement prisonnier d'une planète sur laquelle il a très peu de ressources. La leçon écologique, quelque part aussi, était très intéressante, très bien documentée, et que finalement, il est seul sur Mars, mais il arrive à subsister. Oui, tout à fait. Et puis, rajouter, effectivement, les humains ont colonisé Mars, si on veut, donc ils ont une base sur Mars, et suite à une tempête de sable, c'est ça. Notre ami Matt Damon va rester bloqué par rapport à son équipe qui est en orbite autour de Mars. Très bien rythmé avec une sacrée BO disco, d'ailleurs dans le film qui est expliqué, d'ailleurs c'est voulu. Moi c'est vrai, j'avais passé un bon moment devant Seul sur Mars, bon par rapport à ce qu'on a derrière, je le mets pas. Moi j'ai mis Premier Contact de Denis Villeneuve.
que j'ai vu au cinéma. On a fait un super article d'ailleurs sur Screentune. Une énorme claque. J'ai pris une énorme claque devant Premier Contact parce que c'est un film qui voyage dans plusieurs genres. On est sur un thriller géopolitique. Oui. On est sur un vrai film de science-fiction, mais on est également sur un drame. On est sur une rencontre du troisième type. On est presque sur une rencontre du troisième type de Steven Spielberg aussi. Mais surtout, donc voilà, ça raconte l'histoire de comment l'humain Pourrait communiquer avec une civilisation extraterrestre qui arrive sur Terre et dont on ne connaît absolument pas les motivations. Et c'est l'humain qui décide d'entrer en contact avec les extraterrestres. C'est hyper dense, c'est vertigineux, c'est complexe, c'est saisissant, c'est... Enfin, j'ai pas les mots pour expliquer ce film, je pense que vous devez vraiment le voir. C'est presque du jamais vu en termes de thématique. Ça a une qualité visuelle, un sens du montage assez exceptionnel. Et voilà, ça pose beaucoup de questions métaphysiques. Et c'est un film qu'on pourrait regarder dans l'ordre, mais on pourrait totalement le commencer par la fin. J'en dis pas plus dessus, mais je vous conseille fortement Premier Contact de Denis Villeneuve. On passe directement au numéro 9. En numéro 9. Moi j'ai mis New York 1997 et tu as mis Mad Max, donc le premier je suppose Oui, celui de Mel Gibson, oui. Avec toujours George Miller. Le monde post-apocalyptique, qui est un genre, quand j'étais moi le voir au cinéma, qui était encore très très peu dans l'air du temps. C'était intéressant de le mettre pour rappeler à quel point, avant les films post-apocalyptiques qu'on voit maintenant, il y a eu un Mad Max, qui est un peu un film ovni, fait avec des moyens ridicules pour l'époque. Effectivement, excellent film de toute façon, clairement, mais qui n'est pas chez moi, encore une fois, parce que j'ai des trucs différents. Mais oui, je te l'accorde, c'est un très très bon film. Alors moi j'ai mis New York 1997, qui est quand même un de tes films préférés, que je le sache. Absolument. Donc de John Carpenter avec sa muse, Kurt Russell. Je ne le dissocie pas de Los Angeles 2013, New York 1997. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Donc, avec un anti-héros iconique, culte. Avec un très beau prénom. Snake Plissken, pardon, j'y arriverai. Anti-héros nihiliste, si on veut. Et ce que je trouve exceptionnel dans ce film de John Carpenter, c'est un vrai western urbain, hyper réaliste. Parfaitement rythmé, parfaitement mis en scène, avec surtout un énorme propos, parce que c'est aussi ce qu'on veut voir dans de la science-fiction, avec un énorme propos idéologique, un énorme propos politique, et pour moi je trouve que c'est un énorme film incompris, parce qu'il n'avait pas eu un énorme succès à sa sortie, et Los Angeles 2013 d'ailleurs est totalement à l'opposé, c'est une grosse critique sur les studios de la part de John Carpenter, puisque justement John Carpenter est fatigué, et son héros l'est tout autant dans Los Angeles 2013, et je trouve que on lui demande de faire une suite et il sait qu'il peut pas faire mieux, et donc il essaye pas de faire mieux dans Los Angeles 2013, et c'est ce que je trouve assez exceptionnel dans les deux films. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un énorme film. On a fait un top 10 des films de John Carpenter et il est bien sûr dedans. Absolument. On passe en numéro 8. En numéro 8. Donc tu as quoi ? La machine à explorer le temps, et moi j'ai mis L'armée des 12 singes de Terry Gilliam. La machine à explorer le temps de 1960. Alors, La machine à explorer le temps de 1960, ça a été ma première rencontre avec H.G. Wells, parce que j'avais jamais lu un H.G. Wells avant, et donc je découvrais un film qui allait dans le futur d'une façon incroyable, qui racontait une histoire absolument sidérante, et je crois que c'est ce jour-là que j'ai commencé à lire des romans de science-fiction d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors on est en 800 et 2761 quand la machine est inventée par H.G. Wells, qu'il a d'abord montré en miniature à ses amis et qui est parti dans le futur. Mais en fait, dans la cave, il a la vraie machine et il décide de voyager. Alors, il fait d'abord des petits sauts, et puis la machine se dérègle un petit peu et il se retrouve dans un monde, on dirait post-apocalyptique de nos jours. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est un petit peu vieilli comme film. Voilà, on va pas en dire plus si vous voulez voir le film. Regardez pas la version de 2002 avant de regarder celle de 1900. Avec Rod Taylor et la regrettée Yvette Mimieux, qui nous a quittés il y a pas tellement longtemps. Dans les deux cas, les effets spéciaux ont vieilli. Donc voilà. L'armée des 12 singes.
de Terry Gilliam. Moi, je trouve que c'est un film assez virtuose. Bruce Willis doit retourner dans le temps pour arrêter l'armée des 12 singes, justement, qui va détruire le monde, en fait. C'est des terroristes, en quelque sorte. Et il va se retrouver dans un asile de fous, avec notamment Brad Pitt, qui va décrocher d'ailleurs un Golden Globe pour sa performance. Il est excellent dans le film. Et je trouve qu'il y a un Bruce Willis à contre-emploi. Et il faut savoir que l'armée des 12 singes est une adaptation de La Jetée de Chris Marker, également, qui reprend la trame de base. Et pour moi, voilà, c'est un classique indémodable. Je ne sais pas si toi, il apparaît dans ton classement. Mystère. On le saura plus loin. Donc voilà, moi en 8, j'ai mis l'armée des 12 singes. Alors, en numéro 7, on est de nouveau pas d'accord ou pas? Moi, j'ai mis Interstellar. Moi, j'ai mis Terminator. 1. Terminator 1, James Cameron. Interstellar de Christopher Nolan pour Bibi. Figure-toi que c'est amusant parce que c'est aussi un gars qui retourne dans le passé pour essayer de le modifier. Ça te rappelle l'armée des film 12 singes, ouais. Sauf que Terminator est sorti avant. Il y a eu le 1. Il y a eu le 1, et sans le 1, il n'y a pas le 2. Et sans le 1, il n'y a pas le 2. Et il n'y a pas tout. Enfin, le 3, ça va encore. Et j'aime beaucoup Salvation, d'ailleurs, de MCG, qui va à contre-courant de la saga, mais alors après, derrière, Dark Fate et... Non, je toujours trouvais que c'est catastrophique. C'était un film qui était audacieux. Effets spéciaux révolutionnaires, Schwarzy en grand méchant, Sarah Connor, I'll Be Back. Effectivement, excellent film, qui passe souvent à la TV d'ailleurs. Interstellar, je vais pas en dire beaucoup plus que ce qu'on a déjà dit dans le top de Christopher Nolan sur Interstellar. Je vous le conseille fortement. Donc l'humain doit quitter la Terre et décide d'aller explorer d'autres planètes à travers un trou noir pour aller voir s'il y a d'autres planètes habitables, parce que la Terre se meurt. Donc réflexion métaphysique, humaine, écologique. Effets spéciaux assez exceptionnels dans Interstellar, et la musique, on va pas le rappeler 10 millions de fois, mais la musique de Hans Zimmer est assez exceptionnelle, envoûtante. On pourrait peut-être dire, parce qu'on l'a pas dit la dernière fois, que Hans Zimmer n'a pas eu le droit de voir le scénario. Non, il a vu qu'une page de scénario, c'est vrai, tout à fait. Christopher Nolan ne lui a donné qu'une page de scénario avec des bribes de morceaux de scènes pour qu'il écrive la musique. C'est vrai que c'est quand même... Il n'y a pas plus radin sur ce coup-là, et malgré ça, on a une musique... Ça s'appelle du travail sans filet. Pour laquelle il mérite totalement un Oscar. Donc voilà, Interstellar en numéro 7. On passe en numéro 6. On est de nouveau pas d'accord? Terminator 2. Moi, j'ai déjà mis le 1 au-dessus, donc cette fois-ci... Oh mon Dieu. J'ai mis Avatar. Avatar, qui n'est pas du tout chez moi. Moi, Pocahontas au pays des Schtroumpfs... Terminator 2 n'est pas chez moi. Alors, Terminator 2... C'est normal après le 1. Oui, c'est normal. Sauf que je trouve que... On dit toujours qu'une suite, c'est compliqué que ce soit meilleur que l'original. Il faut dire que quand on va le voir au cinéma et qu'on a vu le 1 et qu'on se dit « mais il revient celui-là ?» Blockbuster monstrueux, effets spéciaux révolutionnaires. Je trouve que le personnage joué par Robert Patrick dans le deuxième est génial. Quand il passe à travers les barreaux ou qui se révèle à travers le sol, c'est éblouissant. Pour moi, c'est une révolution du cinéma d'action et des effets spéciaux et de la SF. T'as une révolution ici aussi. Voilà. Effectivement, Avatar est très beau, mais vide. Alors, c'est un scénario assez minimaliste, j'en conviens, mais c'est surtout le pari insensé de James Cameron, de raconter des humains qui colonisent une planète pour ses richesses, et ça, on connaît ça depuis la nuit des temps sur Terre. Une population en face, d'accord, c'est des grands schtroumpfs, mais c'est une population quand même qui, elle, est autocentrée sur la Terre, sur sa planète. Enfin, tu m'en voudras pas de me dire que c'est Pocahontas. C'est Pocahontas. Il n'y a pas d'autre mot. Après, effectivement, j'avoue que le voir sur grand écran, le premier, je trouve ça assez exceptionnel. C'est d'ailleurs une des dernières musiques de James Horner qui nous a quittés juste après. Le compositeur officiel de Titanic et de plein d'autres films de James Cameron, et surtout de Braveheart également. Effectivement, je peux comprendre qu'Avatar, parce que c'est quand même le plus gros succès quasiment de tous les temps, au cinéma avec le deuxième aussi. Et au moins... Et James Cameron prouve qu'il est un maître du blockbuster, ça on est d'accord, mais ça on est d'accord sur ce point-là avec James Cameron. Au moins ceux qui nous suivent ne diront aucun des deux n'a pas mis Avatar, c'est scandaleux. Il y en a quand même un qui l'a mis. On passe en numéro 5. Qu'est-ce que tu m'as mis en numéro 5? Encore un qu'on n'est pas d'accord. La planète des singes de 1968, et moi j'ai mis Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol. Oui, tu aimes bien Bienvenue à Gattaca. Ouais.
Je ne sais pas si tout le monde connaît Bienvenue à Gattaca. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'anticipation visionnaire au moment où il sort. Il y a beaucoup de thématiques. Bon, pour l'explication de Bienvenue à Gattaca, on est sur un film dans une société futuriste où on va essayer, via l'ADN, de créer des êtres parfaits. Des êtres parfaits. Des êtres parfaits. Franchement, c'est terrifiant, et pour l'avoir revu, je trouve que ça n'a pas vieilli du tout. Parce qu'en fait, il y a un choix de mise en scène d'épurer vraiment les costumes et d'épurer les décors. Donc en fait, ça ne prend pas un coup de vieux à ce niveau-là. Bah oui, c'est une fable morale et un thriller psychologique énorme avec 3 super acteurs, Uma Thurman, Ethan Hawke et Jude Law. Franchement, parfait. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et ça m'a presque donné envie de faire une critique du film sur le site. La planète des singes, bah, on en parlera tout à l'heure parce que chez moi il est plus haut. Eh ben c'est bien. Celui de 68. Celui de 68. Tout à fait. Formidable. En numéro 4. Moi j'ai La planète des singes de 1968, justement. Et moi j'ai Interstellar. Interstellar de Christopher Nolan. Allez, vas-y. Dis-nous pourquoi tu as aimé La planète des singes, le premier du genre. Alors j'ai mis La planète des singes de 1968, donc adaptation du roman de Pierre Boulle. Tout à fait. Bah, parce qu'en fait pour moi c'est le film de science-fiction par excellence, celui-là. Donc effectivement je l'ai mis 4e, mais je trouve que c'est un effet miroir et un reflet de la société au moment où le film sort. Hein. Donc l'époque, on est toujours en pleine guerre froide, et donc il y a la peur de la bombe nucléaire. Et ce qui va arriver arriva. Charlton Heston et son équipe partent dans l'espace avec une fusée que d'ailleurs on voit très bien dans le film qui est là derrière. C'est le petit hommage dans le remake de 2011. Et il va arriver sur une planète avec ses 2 condisciples qui est peuplée de singes et qui les attrape et qui parlent et qui vivent comme vous et moi on vivrait maintenant. Sauf que bah voilà, il s'avère qu'il y a un plan final absolument monstrueux qui, moi, la première fois que mythique, la première fois que je l'ai vu, je suis resté sur le cul, pour le dire autrement, scotché. C'est peut-être un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma. C'est marquant, c'est exceptionnel. J'ai trouvé que pour l'avoir revu encore récemment, je trouve que les costumes sont magnifiques. Ils ont même décroché un Oscar d'honneur pour les costumes. Et ben après, il y a plein de suites qui ont chacun leur petite qualité. Immense film. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille fortement. On vous conseille même tous les autres films, hein, que ce soit Les Évadés de la planète des singes, Le secret de la planète des singes, qui ont chacun tous leur qualité, mais il y en a quand même qui avaient mais il faut dire que moins. Charlton Heston, il est vraiment égal à lui-même. Je crois qu'avec Ben-Hur, c'est peut-être le film que je préfère de Charlton Heston. Immense film, La planète des singes. On va passer en numéro 3. C'est toujours aussi dur à faire, hein, comme classement, sachez-le. Moi j'ai 2001, l'Odyssée de l'espace. Et moi j'ai Alien. Oh punaise. Bon, ça tu me le laisses. Voilà, je vais te laisser 2001, jusque, bah voilà, moi effectivement, c'est aussi pareil. Je suppose qu'Alien est plus haut. Est plus haut. Et plus haut. Donc okay. tu vas me laisser Alien. Donc, voilà, juste 2001, bah, effectivement, pareil, référence de la science-fiction, roman d'Arthur C. Clarke, qui est juste devant vous d'ailleurs, si vous le voyez à l'image. Et je vais te laisser en parler, puisque c'est de toute façon un de tes films préférés. Donc on va passer en numéro 2. En numéro 2, j'ai ça. C'est la première fois qu'on est d'accord. C'est beau ça. Oui, hein. Blade Runner. Oh. 1982. Allez, vas-y, c'est un de tes films préférés, vas-y. Bah, je pense que c'est un de nos films préférés à tous les deux. Donc, adaptation d'un roman de Philippe K. Dick. Les robots rêvent-ils de moutons mécaniques? Ouais, merci. Alors, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, Blade Runner, c'est une phrase dans le film, hein, puisque le Blade Runner étant celui qui est chargé de traquer les réplicants, qui sont des androïdes. Au départ, prévus pour travailler sur une autre planète. Tout à fait. Harrison Ford incarne Rick Deckard, qui est donc un Blade Runner qui est chargé d'attraper plusieurs réplicants, dont notamment un qui est joué par l'excellent Rutger Hauer et son monologue improvisé sous la pluie face à Harrison Ford. Bah, qu'est-ce que j'ai à en dire? Que c'est un des 100 plus grands films de tous les temps selon l'American Film Institute. C'est également un film qui est conservé à la bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance sur le mouvement cyberpunk, hein, dont on a parlé justement en introduction, dans la définition de la science-fiction. Que dire d'autre que Harrison Ford est génial, que les décors de Douglas Turnbull, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, sont exceptionnels. La musique de Vangelis, oui, qui est
magnifique. C'est un film poétique, visionnaire. Que dire d'autre que... Moi, personnellement, ça n'a pas pris un coup de vieux. Christophe, derrière la caméra, vous dirait qu'il s'est emmerdé comme pas deux devant le film. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, moi, je trouve que c'est une merveille signée. Christophe n'aime pas la pluie. C'est une merveille signée Ridley Scott. Tu as autre chose à ajouter sur le sujet? Non, je vais passer au numéro 1, moi. Et on passe tout de suite au numéro 1. Donc, on n'aura pas le même, je suppose. Non, à moins que... Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Moi, j'ai Alien le 8e passager. Moi, j'ai 2001. Moi, je reste team Ridley Scott jusqu'au bout, du coup. Je t'en prie, parle de 2001, puisque moi, je l'ai mis en 3 et tu as mis Alien en 3. Donc, on a inversé nos... Tu voulais te venger, tu ne voulais pas du film qui a fait que la science-fiction est devenue quelque chose d'incontournable dans l'univers cinématographique. Ouais, mais on parle pas de la même science-fiction dans ce cas-ci. Ah, tout à fait. On parle pas de la même science-fiction. Tout à fait. Mais il y aurait jamais eu ça sans l'autre. Je suis pas vraiment d'accord. Mais je reconnais un tas de qualités à 2001, c'est pour ça que je l'ai mis 3e. Effectivement, que Stanley Kubrick a révolutionné le genre avec des caméras exceptionnelles, des décors exceptionnels. Hal, qui est quand même un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, le monolithe, la musique. Est-ce que Christophe, qui est derrière la caméra, sait à quoi fait référence Hal? Alors, Hal, c'est H-A-L. Vous décalez d'une lettre et ça fait I-B-M. Ouais, fallait le trouver quand même, hein. Mais enfin, ça, on le doit à Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, qui est un écrivain incontournable dans l'univers de la science-fiction. Si vous regardez un jour 2001, l'Odyssée de l'espace, à partir du moment où les humains apparaissent dans le film, regardez bien le voyage vers la Lune. Nous sommes en 1968 et vous verrez des choses qui n'apparaissent dans les engins que pratiquement 40 ans plus tard. Moi, ce qui me marque surtout le plus dans 2001, donc hormis Hal, hormis toute la séquence avec Hal de toute façon et la séquence avec l'os qui s'envole et la musique qui démarre, ouais. Moi, il y a un truc qui me marque à mort dans 2001. Je le reconnais que certaines personnes vont trouver que c'est lent, que c'est très long. Mais le plan final de 2001, il reste bien là quand même. Hein. Oui, c'est un travail métaphysique énorme. Il n'y a pas de méchant, à part l'ordinateur, tu l'as dit toi-même, à part l'ordinateur qui commence tout doucement à donner des signes de résistance. Et on en revient toujours au problème de l'intelligence artificielle, hein, justement, qui est encore plus d'actualité maintenant. Et donc finalement, vous voyez qu'en 1968, on avait déjà ça. On avait déjà tout vu. Voilà. Et tout compris. Alien. Sorti en 1979, juste avant Blade Runner, qui était donc mon numéro 2. Invention d'un sous-genre SF gore. Moi, la première fois que j'ai vu Alien, malheureusement, je suis pas allé le voir au cinéma. Je pense que Moi, je l'ai vu. J'aurais adoré voir ça au cinéma. Mais c'est sombre, c'est anxiogène. On en deviendrait presque claustrophobe. Quand tu vois Alien au cinéma, t'as très peur. Sigourney Weaver, qui est devenue la reine de la science-fiction, quasiment grâce à Alien. Moi, la scène la plus marquante, c'est la scène du dîner. Oui. Pour laquelle, petite anecdote, John Hurt est le seul à savoir qui va mourir. Je ne dis pas qui est John Hurt pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et tous les autres acteurs n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Donc la réaction que vous allez voir ou que vous avez vue est spontanée lors de ce moment-là. La musique emphatique de Jerry Goldsmith qui est... moi j'ai des frissons rien que de penser à la musique parce que c'est des petits bruits comme si quelque chose vous montait sur le bras, etc. C'est monstrueux. Et alors la créature, le xénomorphe créé par Hans Giger, qui est un Suisse, et en fait donc c'est un costume en latex dans le film. Et en fait l'intelligence de Ridley Scott est de filmer un bras, une jambe, un peu comme des dents de la mer en fait, des dents. De la bave, et en fait, on ne voit la créature qu'à la toute fin. Donc, c'est-à-dire que Ridley Scott, il s'est vraiment dit l'imagination humaine est le pire de nos cauchemars, donc je vais vous donner un bras, une jambe, etc., et vous allez imaginer la créature de vos cauchemars. Et ça marche, quoi.
ça marche. Donc moi, Alien, je trouve d'ailleurs, Ridley Scott se fout un peu de la gueule de sa mythologie après, puisque faut savoir que dans Aliens le retour, donc James Cameron a développé la mythologie du xénomorphe en lui mettant une reine. Et puis derrière, que ce soit avec Prometheus ou que ce soit avec Alien Covenant, notre ami Ridley a décidé de tout foutre en l'air en fait. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou si en fait il en avait plus rien à cirer, mais toujours est-il que voilà, Alien c'est très bon, mais je reste sur le premier Alien, le 8e passager et sa phrase mythique, dans l'espace personne ne vous entend. Pour l'anecdote, moi j'étais le voir, on était 4 dans la salle. C'était le premier jour, j'ai été attiré par l'affiche qui disait dans l'espace personne ne vous entendra crier. Je suis sorti, je me suis dit c'est fou, ce film va faire un carton, et la semaine suivante on faisait la queue jusqu'au bout de la rue pour entrer. Exceptionnel. Donc voilà, moi c'est mon numéro 1 des films de science-fiction. J'aurais beaucoup voulu y mettre également The Thing de John Carpenter. Malheureusement, on l'a retiré du classement pour son côté un peu plus fantastique que science-fiction. Et on va passer à nos mentions, et croyez-moi, ça a été dur. Alors, pêle-mêle, je vais quand même citer, donc on s'est limité à 5 mentions, encore une fois chacun. Je n'ai pas mis, dans les mentions, j'ai pas mis Contact, j'ai pas mis Blade Runner 2049 qui est ici derrière moi, j'ai pas mis THX 1138 de George Lucas, j'ai pas mis Midnight Special, qui est pour moi un chef-d'œuvre, je vous le conseille fortement. J'ai pas mis Brazil de Terry Gilliam, et je n'ai pas mis Wall-E des studios Pixar. Moi, j'y ai même pas pensé parce que je me suis dit qu'on ferait un top 10 des dessins animés et que je mettrais peut-être Wall-E dedans. Et j'ai pas mis non plus pêle-mêle encore Snowpiercer, Minority Report, Solaris, la version de 72, et Dark City de 1998 d'Alex Proyas ne sont pas dans mes mentions. Je vais commencer avec j'ai Soleil Vert, qui est juste là derrière moi, avec Charlton Heston, qui est pour moi un superbe film de science-fiction, que je vous conseille fortement. Je ne vais pas trop le raconter, je préférais que vous le regardiez si ça vous intéresse vraiment. J'ai Ex Machina d'Alex Garland, qui est sorti en 2015, avec Alicia Vikander, Donald Gleeson. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas mis parce que je trouvais que c'était pas si futuriste que ça. Ouais, enfin c'est quand même avec une intelligence artificielle. Ouais. Donc c'est la science. Mais on n'a pas encore fait une intelligence artificielle qui marche et qui résonne. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je vous le conseille fortement. C'est un huis clos que je pense des gens comme Alfred Hitchcock ou David Fincher auraient adoré faire. Et finalement c'est Alex Garland qui l'a fait, qui est le scénariste officiel de notre ami Danny Boyle, puisque c'est lui qui a scénarisé Sunshine et 28 jours plus tard notamment. J'ai également mis Total Recall de notre ami Paul Verhoeven, que j'adore, avec Arnold. J'ai Robocop de Paul Verhoeven également, que j'adore. Et j'ai Metropolis et Matrix également, que j'ai pas réussi à mettre avec tout ce que j'ai. J'ai pas mis Matrix, et dans les mentions, j'ai Metropolis de Fritz Lang de 1927. Je l'ai vu, j'étais quand même relativement jeune, je l'ai revu après, je me suis dit qu'il y avait quand même un savoir-faire absolument extraordinaire pour l'époque. Ah oui, il a inspiré tout un tas de films, mais moi, je suis beaucoup plus jeune que les gens qui ont découvert. Alors moi, dans les mentions, et juste pour te faire flipper, moi j'ai mis Stargate. Je sais bien que tu n'aimes pas trop le réalisateur, donc on va glisser. J'ai mis un autre. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je l'aime vraiment pas. En fait, pour moi, Roland Emmerich ne manquera pas puisqu'il a pris sa retraite. Mais moi, j'ai adoré l'idée de mélanger l'Égypte ancienne et la science-fiction. J'ai trouvé que c'était génial. Par contre, j'ai mis un film auquel on ne pense pas beaucoup, qui est un film qui a vieilli, certes, mais qui est très amusant, c'est Planète Interdite, de 1956. Ouais, mais qui a pris un gros coup de vieux aussi. Oui, mais ça doit se regarder comme un vieux truc, parce que mais il y a des vieux films qui ont tout à fait un cachet. Quand on regarde Planète Interdite, on y retrouve des éléments de Total Recall, par exemple. Mais on y retrouve des éléments de plein de films. On y retrouve
ce que tu appelles le carton qu'on retrouve dans Star Wars, on y retrouve toute une série de choses qui sont les prémices de ce qui va devenir les films... Comme 2001, inspiré totalement Interstellar de Christopher absolument. Nolan, hein, c'est pareil. Et tu termines avec quoi? Avec Ad Astra. Ad Astra, donc de James Gray, qui est sorti en 2019 avec Brad Pitt, que j'avais critiqué d'ailleurs à sa sortie. Ouais. J'avais beaucoup aimé, effectivement, mais qui ne... Ouais, moi ne grattait... Très beau film, mais qui ne grattait pas mon Je le classement. mets dans les mentions parce que, en fait, c'est... Apocalypse Now dans l'espace. Oui, c'est aussi... Oui, c'est de la philosophie, en fait. Et c'est un peu à ça que la science-fiction amène. Ouais, c'est le roman Au cœur des ténèbres de Conrad. Ouais, tout à fait. c'est Mais c'est dans l'espace. Voilà. Donc, voilà, nous avons presque franchi les portes de l'enfer pour arriver à vous faire un top 10. On espère évidemment que le classement vous a plu. On se doute, bien entendu, que votre classement est différent. Dites-nous quand même en commentaire si vous êtes d'accord avec nous et évidemment ce que vous auriez mis à notre place. En plus, je vous remercie tous évidemment de nous suivre encore une fois. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube et que ce soit Instagram. Yves, encore une fois, un immense merci pour ce classement Je t'en prie. Très 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 difficile. On se retrouve de toute façon bien vite pour un nouveau classement. N'hésitez pas à nous donner évidemment vos idées en commentaire également. Et on se retrouve bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao.